Reconnaître et comprendre les violences au sein du couple, c'est dans Poussière, un podcast de Violence que faire. LGBTIQ+, lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, intersexe, queer, plus le prisme du genre dans toutes ses possibilités. Dans l'épisode précédent, nous parlions du système de domination entre femmes et hommes cisgenres. Malgré cette idée souvent répandue, les personnes LGBTIQ+, ne sont pas exemptes de rapports de domination et d'être confrontées, elles aussi, à la violence au sein de leur couple. Elles subissent les normes de genre plus que quiconque et par bien des manières, ce qui peut parfois non seulement mener à des violences au sein du couple, mais aussi à des difficultés à s'identifier comme victime et à demander de l'aide. Les coups d'homme à homme, normalisés. Les coups de femme à femme, sans danger. Viol dans la loi, hétérosexuel. Prévention, cisgenre. Les personnes que nous tendons à définir comme des minorités sont pourtant nombreuses et doivent être visibilisées, soutenues, accompagnées, comme toute personne victime, en tenant compte des spécificités de leur vécu. Dans cet épisode, nous entendrons 4 personnes, 3 témoignant de leur vécu de violence au sein du couple, et Amanda Terzidis, qui a notamment travaillé à l'association Viol Secours pendant 9 ans en tant que permanente psychosociale. En participant à cet épisode, Amanda Terzidis souhaite souligner que son savoir provient essentiellement de l'expertise des personnes concernées. Il est peut-être important de redire que tout acte de violence n'est pas une perte de contrôle, mais une prise de contrôle sur l'autre. Et cette prise de contrôle va se manifester de différentes façons selon les identités et appartenances de la personne qui est victime de ces violences. Dans la prise en charge des violences conjugales dans les couples LGBTIQ+, si on ne prend pas en compte leurs spécificités, il y a le risque de reproduire les normes dominantes. Par exemple, si on ne spécifie pas, quand on parle entre guillemets de femmes, qu'est-ce que tout le monde entend par là ? En fait, c'est femmes hétérosexuelles, cisgenres et diadiques. Par diadique, donc, il faut comprendre non intersexes. Être cisgenre, ça veut dire qu'on s'identifie en fait au genre qui nous a été donné à la naissance. Par là, bien entendu, il est encore tout à fait nécessaire d'avoir une prise en charge pour en fait des femmes hétérosexuelles, cisgenres et diadiques, c'est évident. Ce qui est problématique, c'est si on considère que leur expérience est universelle. C'était une relation déjà qui était malsaine, et en plus se rajoutent les questions de l'orientation, du genre. Enfin, quand j'ai réalisé, puis je me suis dit non, mais je me mens à moi-même, les mecs, c'est pas pour moi. Mon imaginaire est mort, quoi. Devant mes yeux, plus aucune projection. Parce que d'un coup, tout ce dont je m'étais projetée, une petite famille, à tel âge, j'aurais un métier, ma maison, mon petit jardin, tout ça. Toutes les images un peu que je pouvais avoir comme petite fille, parce que on m'a montré ça dans les films, on m'a montré ça avec mes parents, enfin voilà. D'un coup, avec le coming out, il y avait plus ça. Je savais pas à quoi ça ressemblait, des lesbiennes vieilles et heureuses. Enfin, vraiment, j'avais pas d'image. Donc déjà, j'avais plus d'avenir. J'avais personne avec qui en parler. J'ai même fait une photo, j'ai mis sur Facebook, comme ça, les gens voyaient que j'étais avec lui, je montrais que j'étais avec lui parce que c'était une demande. Tu te caches de moi, t'as honte de moi. Non, j'ai pas honte de toi, j'ai honte d'être homosexuel. J'ai pas envie que ça se sache, j'ai pas envie d'en parler. Si ça doit se savoir, ça doit se savoir. On est dans le bus, j'ai envie de t'embrasser, je t'embrasse. Mais j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie de le dire, j'ai pas envie de le crier sur les toits. Alors on va constater plusieurs récurrences. En fait, ça peut être la menace du dévoilement forcé ou du outing, que ce soit donc auprès de la famille, du travail, des amis, etc. Donc ça veut dire que la personne qui est violente va utiliser cette menace comme chantage, soit pour renforcer son emprise, pour exercer des violences physiques ou psychiques. Il faut préciser aussi que cette menace, elle peut être explicitée, mais elle peut aussi être implicite. Une autre difficulté, c'est la dénonciation des violences conjugales, non seulement face aux autorités, mais il y a aussi la peur de stigmatiser à nouveau la communauté face à une norme dominante qui violente déjà beaucoup la communauté. Et ça, une personne LGBTIQ+, le sait, et donc aura quand même beaucoup de peine à visibiliser les violences qui ont lieu à l'intérieur de sa propre communauté. Il y a également donc l'obligation de faire des coming out à répétition, que ce soit auprès de la police, des instances judiciaires, des services psy, et c'est extrêmement pénible, encore une fois, parce que les personnes craignent d'être mal reçues, de ne pas être reconnues dans leur vécu, dans leurs appartenances.
elle est déjà victime d'une violence ou des violences à l'intérieur de son couple, elle risque d'être doublement victime, en fait, face à certaines institutions ou face à certains professionnels. Et vouloir parler de ça, ça voudrait dire faire beaucoup de coming out. Ça voudrait dire déjà, je suis en couple avec une femme. Là, typiquement, quand elle m'avait amenée aux urgences, je me suis dit, parce qu'en plus j'étais en collant, mes collants ils étaient troués, mais je me suis dit, ah bah tiens, vu de l'extérieur, j'ai l'air d'une femme qui a vécu des violences, donc les gens vont pas me trouver bizarre, tu vois. Puis ça, c'était aussi l'humiliation, c'était d'aller aux urgences, de devoir parler de tout ça, alors que j'en ai parlé à personne, enfin vraiment, c'était horrible quoi. Puis elle m'a posée aux urgences, après elle a appelé mes parents, alors que mes parents, je leur avais pas, on n'en avait jamais discuté. Donc une autre chose aussi importante à savoir, à comprendre pour une personne professionnelle qui accompagne une personne victime, c'est la question de la fusion dans le couple. En fait, la fusion dans ce genre de situation peut apparaître comme une réponse adaptative à un environnement hostile. C'est-à-dire que le monde extérieur, qui a été défini par une norme dominante, encore une fois, hétérosexuelle, cisgenre, dyadique, apparaît comme un monde hostile et le couple peut devenir un peu un îlot qui se protège. La personne qui est violente dans le couple peut en même temps se présenter comme une personne protectrice. Donc il est très difficile d'aller dénoncer cette violence. C'est non seulement risquer de perdre la protection de ce couple, mais c'est aussi en même temps risquer de perdre des amitiés dans la communauté qui peut être vécue comme une deuxième famille. À ce moment-là, quand même, j'ai vu vraiment de la violence physique quasiment tous les jours. J'ai des marques sur le corps, sur le visage. Et du coup, aux yeux des gens, je deviens bagarreur. Parce qu'on se met d'accord sur un scénario, en fait. Et en fait, le scénario qui est le plus souvent adopté, c'est en fait, on sort beaucoup, on fait la fête. Du coup, je supporte pas qu'on le drague et du coup, je me bagarre. Et plusieurs fois, on va chez mes parents. Et avant, c'est des insultes, c'est des bagarres dans la voiture. Et puis, si on se met d'accord sur le scénario qu'on raconte à tes parents. Et si tu dévies du scénario, tu sais que tu ramasses la même chose, voire pire en rentrant. Ce qu'on racontait était tellement construit entre lui et moi. S'il y avait eu des dissonances dans nos discours, encore, peut-être qu'ils auraient pu se poser la question. Mais là, c'était tellement clair. Enfin, c'était vraiment, on racontait à ma maman ce qui se passait main dans la main, en s'embrassant, quoi. C'est, le week-end passé, il y a eu ça, on a vécu ça. Enfin, quand vous avez en face de vous votre enfant que vous aimez, qui vous raconte ça, et son compagnon qui fait partie de la famille, vous vous dites pas, mais il me baratine. Non. Une autre spécificité, c'est le mythe de la violence mutuelle. En fait, s'il y a de la violence conjugale dans un couple lesbien, ça veut dire que les deux personnes sont dans un rapport égalitaire et que les deux personnes violentes. Ce mythe fait que si la personne victime se défend, elle se sent alors partie prenante de la violence, qui devient en quelque sorte un secret partagé. Donc ça veut dire qu'une conjointe violente, et ça c'est ce qui est constaté, peut même chercher à pousser l'autre personne à riposter physiquement pour ensuite lui faire porter le blâme. Ce qui fait que la personne victime se sent tout autant responsable des violences et ne va pas forcément s'identifier comme une victime de violence conjugale. À savoir aussi qu'il est évidemment très difficile pour cette personne de se dire qu'avec une personne qui vit les mêmes oppressions, cette personne-là va exercer des violences conjugales. Déjà que j'avais zéro représentation de ce que c'était un couple entre femmes, alors de savoir qu'une femme pouvait être la femme avec qui tu penses être amoureuse, c'est elle qui peut te mettre dans ces situations-là. Puis finalement, limite, si j'explique que ma copine me met dans telle ou telle situation, je savais vraiment pas comment je pourrais avoir cette conversation et puis que c'est une bonne issue, tu vois. Je me disais, on va me dire, quitte-la, ou c'est bon, des disputes entre copines. Et du coup, c'est de la violence quasiment tous les jours. Les dernières fois où je me fais frapper, quand même, je me laisse plus forcément faire, je réponds. Mais du coup, ça vient alimenter un sentiment de culpabilité chez moi, de me dire, mais voilà, toi aussi tu frappes, toi aussi responsable. Si tu vas voir ton médecin, lui va dire que tu le frappes aussi, etc. Donc, qui a tapé en premier, on ne sait pas. Moi, je le sais, mais c'est la version de l'un contre la version de l'autre. Donc, il y a énormément de culpabilité. Je dis, mais non, je te gifle pas. Moi, je fais pas la guerre. Moi, ça m'intéresse pas de gifler, ça m'intéresse pas de faire la guerre, ça m'intéresse pas. Tu veux te battre ? C'est bon, t'as gagné. Parce que moi, je me bats pas.
Je disais déjà, c'est bon, je suis le faible, tu fais ce que tu veux de moi. Une autre chose qui est aussi difficile à déconstruire, c'est la question du consentement. À quel moment un rapport sexuel est consenti, à quel moment il n'est pas consenti. Me viennent plusieurs exemples de femmes cis lesbiennes qui ont été violentées dans leur couple lors de leur première expérience lesbienne. Ça veut dire que la personne qui a violenté, elle présentait des actes sexuels comme « voilà ce qu'il faut faire pour être, je cite, entre guillemets, une vraie lesbienne ». Ceci, je pense qu'il peut être aussi retrouvé dans des expériences gays. À savoir aussi que la définition du viol en Suisse est extrêmement discriminante dans la mesure où elle considère qu'un viol est uniquement la pénétration d'un pénis dans un vagin. Ce qui exclut tout autre acte en fait de pénétration et donc qui exclut les personnes non hétérosexuelles, entre autres. Donc il est vraiment très important que cette loi puisse être révisée afin que finalement tout rapport sexuel non consenti soit considéré comme un viol. Des fois, il fallait. Je n'avais pas envie, mais il fallait. J'étais l'actif, donc je me suis pas senti violé. Je faisais quelque chose que j'avais pas forcément envie de faire. Voilà, je faisais pour faire plaisir, je faisais pour pas avoir de problématiques. Et puis tout le reste était beau à côté. Donc voilà, il était plus demandeur en sexe que moi, donc il fallait que je lui le donne. Et puis c'était normal. Hein. Par contre, beaucoup plus difficile pour moi à accepter, c'était d'être obligé de faire l'amour sans préservatif. Une fois que j'avais plus la confiance, ça c'était très difficile pour moi et j'ai trouvé cette solution et je prenais ces médicaments en cachette pour pas qu'ils sachent que je prenais les médicaments pour prévenir le sida. Comme ça, s'ils me trompaient, j'étais protégé contre le sida. La manière dont la personne va être reçue par une personne professionnelle est extrêmement importante pour soit la maintenir dans le silence, soit pour qu'elle puisse parler. Donc au niveau institutionnel, ce qui pourrait être très aidant, c'est vraiment l'adoption d'un langage inclusif, un langage non binaire. Par exemple, pour être très concrète, le simple fait, lorsqu'une personne professionnelle se présente et qu'elle dise, par exemple, « je m'appelle Amanda et mon pronom c'est elle », ça donne la liberté à la personne en face de pouvoir se présenter comme la personne qu'elle est. C'est tout simple, mais c'est beaucoup. Ça veut dire que la personne professionnelle en face a réfléchi sur son identité, est au courant que différentes identités de genre existent, est au courant de la non-binarité, par exemple. Enfin, ouais, je pense le plus puissant, c'est t'as un copain ou une copine. Et je trouve que c'est encore plus puissant de dire est-ce qu'en ce moment t'es amoureuse ? Parce que moi, t'es amoureuse, tout de suite, dans ma tête, c'est déjà genré, c'est déjà hétéro, en fait. Parce que c'est des mots que j'ai entendus surtout dans des relations hétéro. Autre chose aussi très simple à faire, c'est d'avoir sur les murs des drapeaux LGBTIQ+. Il faut savoir qu'il y a plusieurs drapeaux pour différentes identités et différentes appartenances. Ce n'est pas à négliger, ça veut dire que la personne victime, elle entre dans un lieu où son existence n'est pas totalement niée. Au niveau encore institutionnel, il est important d'avoir des outils d'intervention qui font allusion à des expériences non exclusivement hétéro ou non exclusivement cissédiadiques lors de différentes sensibilisations et formations. Et aussi, encore une fois, au niveau institutionnel, il est peut-être aussi important d'avoir un budget nécessaire en fait à l'interne pour sensibiliser, former les personnes intervenantes. Et on a eu un cours sur les violences domestiques, et puis d'un coup, je m'y suis vue, puis je me suis dit... Enfin, et en même temps, ça paraissait pas très réel, parce que les violences, dans ce que j'ai appris, c'est que c'est les hommes qui sont violents. Donc, en même temps, je voyais les critères, et puis j'ai jamais réussi à me sentir vraiment légitime dans ce qu'on m'a présenté comme ce qui est des violences, parce que justement, je pense que je me suis toujours dit, avec une femme, c'est moins pire, donc j'ai pas à me plaindre, en fait. Parce qu'une femme, c'est moins violent, c'est moins dangereux, enfin voilà. Au niveau de l'entourage, je pense le fait que ce soit un couple d'hommes, c'est tellement gros que les gens veulent pas voir. Puis après, individuellement aussi, je pense que par les normes sociales du genre masculin qu'on s'est construit, la virilité et autres, ça a été pour moi terriblement difficile d'assumer que j'étais une victime et d'accepter
que je pouvais être, moi, homme, victime de violence. Et que dans la représentation du couple qu'on était, c'était pas moi qui pouvais être frappé. C'était pas moi, l'homme un peu plus viril de ce qu'on entend viril. Même si aujourd'hui je déconstruis énormément ces normes de genre et de virilité, déconstruire vraiment la masculinité négative et plutôt de prôner une image de masculinité positive. À l'époque, j'avais pas ces positionnements-là. Je comprenais pas non plus les enjeux. Mais je pense que au-delà d'être victime de violence, j'ai été aussi victime de ces normes-là. Ce qui a été souvent aussi rapporté par les personnes concernées, c'est qu'elles ont souvent dû gérer le malaise de la professionnelle ou du professionnel. C'est vraiment à la personne professionnelle de gérer son malaise puis de se remettre en question. Donc c'est pas à la personne victime d'accompagner la personne professionnelle. C'est important que la personne en face n'ait pas une réaction de l'ordre de l'ébahissement, de l'exotisation ou de la fascination. Certaines personnes intersexes doivent gérer ça beaucoup de fois. Et évidemment, le rapport de confiance, du coup, il est mis à mal, en fait. Autre chose très important, c'est ne pas présupposer de l'identité ou de l'expression de genre de la personne victime. Peu importe l'apparence de la personne. L'appartenance, en fait, à un groupe ne doit jamais dépendre de l'apparence. Ce que souvent rapportent des personnes concernées, LGBTIQ+, c'est qu'elles se sont senties comme, je cite, des outils d'apprentissage. C'est-à-dire qu'elles ont, en même temps qu'elles voulaient déposer leur vécu et d'avoir un soutien, elles se sont trouvées à devoir, entre guillemets, former. Parce que la personne va poser des questions plus générales sur les transidentités ou l'intersexuation, etc. La personne LGBTIQ+, devrait avoir le droit de demander à être reçue par une personne LGBTIQ+. Et cette demande ne devrait pas être prise en fait comme un rejet. C'est plutôt une demande déjà légitime et qui a affaire aussi à de l'autoprotection parce que cette personne-là, elle a déjà subi en fait des violences institutionnelles. Elle ne souhaite pas le revivre dans une situation où elle vient dénoncer des violences conjugales. Je dirais aussi ce qui est important, ça serait de reconnaître l'expertise de la personne qui est victime de violences conjugales, pas seulement sur son vécu de violence, mais également sur son identité et son expression de genre. Elle sait qui elle est experte de son vécu, elle sait ce dont elle a besoin. En fait, et si elle ne sait pas, elle va nous le dire. mais je pense que c'est une posture importante en fait qui aide aussi la personne à se connecter à ses ressources sur son chemin de reconstruction. Et ça, c'est très important. Et autre chose importante, c'est aussi de faire attention à ne pas révéler la transidentité d'une personne sans son consentement. C'est pas parce qu'elle vous a dit à vous qu'elle s'identifie comme une personne trans que vous pouvez sortir de votre bureau et l'annoncer en fait. Enfin, il faut toujours, chaque fois que vous allez parler de cette personne, il faut vérifier avec elle si elle est OK en fait, que son identité soit transmise, révélée à d'autres institutions ou le corps médical ou que sais-je. Du coup, moi, j'ai été beaucoup dans l'associatif, dans l'associatif LGBT. Puis ça, voir des personnes qui avaient mon parcours, il y en avait plein, quoi. Et c'est vrai que du coup, moi, je travaille beaucoup avec qui je suis. Et c'est vrai que j'attire beaucoup aussi ces conversations sur le consentement parce que je pense que, je sais pas, il doit se passer quelque chose où moi, j'y suis touchée. Puis du coup, il y a des personnes qui doivent sentir ça, qu'on a un passé commun, puis que les gens l'abordent aussi spontanément. À savoir vers qui les personnes LGBTIQ+ se tournent pour avoir du soutien. Elles vont d'abord s'adresser en fait à leur communauté respective. Donc soit à des associations LGBTIQ+, soit des collectifs, qu'ils soient militants ou autres. Et ceci est dû vraiment au fait que soit il n'y a pas de lieu spécifique de prise en charge des violences LGBTQ+, soit il y a encore une fois cette peur tout à fait justifiée de s'adresser à des institutions qui risquent de les violenter en fait. Ceci veut aussi dire qu'il y a toute une expertise qui a été développée en fait au sein de ces différentes communautés sur la prise en charge des violences conjugales LGBTIQ+. Il y a bien sûr des personnes LGBTIQ+, qui s'adressent aussi aux institutions et associations de prise en charge des violences conjugales qui existent.
Le site de Violence Que Faire peut typiquement être une ressource pour les personnes LGBTIQ+, dans la mesure où elles ont la possibilité de poser leurs questions de manière anonyme. Elles peuvent également avoir accès à d'autres réponses qui ont été données sur le site sur les violences conjugales LGBTIQ+. Pour plus d'informations, ou si cet épisode vous interpelle quant à votre situation ou celle d'une personne de votre entourage, des professionnels répondent personnellement à vos questions anonymes sur violencequefaire.ch. Un podcast réalisé par Giulia Guglielmetti pour l'association Violence Que Faire, avec la musique Bloom de Pylone.